L'OTAN prend au sérieux la menace nucléaire de la Russie, mais les alliés préviennent Moscou que le recours à ces armes aurait de graves conséquences. L'Assemblée générale du Conseil de l'Europe réitère son soutien à l'Ukraine dans une résolution après un discours du président Volodymyr Zelensky. Le dirigeant russe de la région annexée de Kherson a demandé l'aide de Moscou pour évacuer des civils alors que la contre-offensive ukrainienne s'accélère dans le sud. L'OTAN prend au sérieux la menace nucléaire russe, mais les alliés assurent que l'emploi de ces armes par le Kremlin aurait de lourdes conséquences. Voilà le message lancé jeudi par le secrétaire général de l'Alliance à l'issue d'une réunion de 2 jours des ministres de la Défense. Jens Stoltenberg estime que les propos du président russe concernant l'arme atomique sont inconsidérés. Les circonstances dans lesquelles l'OTAN pourrait avoir à utiliser des armes nucléaires sont extrêmement peu probables. La rhétorique nucléaire de la Russie est dangereuse, imprudente, et elle sait que si elle utilise l'arme nucléaire contre l'Ukraine, cela aura de graves conséquences. Et ils savent aussi qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne devrait jamais être menée. Le secrétaire général de l'OTAN ajoute que pour le moment, Moscou ne semble pas préparer son arsenal nucléaire. Dans le même temps, la ministre allemande de la Défense précise que 15 pays, dont la Belgique et le Royaume-Uni, se sont entendus sur des plans pour améliorer le système européen de défense aérienne. Une lettre d'intention a été signée pour organiser des achats communs en faveur du bouclier aérien européen sous la coordination de Berlin. Nous voulons construire un projet commun en matière de défense aérienne au sol et de défense aérienne. En signant le protocole d'accord aujourd'hui, nous lançons cette initiative et nous partageons notre responsabilité commune pour la sécurité de notre continent. Le chancelier allemand a assuré au mois d'août que son pays comptait investir massivement dans les prochaines années dans des systèmes de défense aérienne, des dispositifs conçus de façon à permettre aux alliés européens de se joindre à cette structure. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe appelle les États à déclarer la Russie comme un régime terroriste. Le texte a été adopté avec 99 voix en sa faveur et une abstention. Un geste symboliquement fort intervenu après un discours de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a réitéré son appel à la création d'un tribunal international pour juger le crime d'agression de la Russie contre son pays. La Russie ne veut utiliser que le langage de la terreur, a-t-il dit. C'est un fait. Ce fait doit être reconnu à tous les niveaux, politiques, judiciaires et sur le champ de bataille en Ukraine, en soutenant nos capacités de défense. Je suis reconnaissant, dit-il, que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe puisse devenir la première organisation internationale à définir la Russie comme un État terroriste. Selon le politologue russe Andrei Kortunov, les mensonges de Vladimir Poutine à son peuple ne sont plus crédibles. Selon moi, il ne peut plus prétendre que la Russie a pu d'une manière ou d'une autre libérer la population russophone du Donbass, dit-il. Que ces gens peuvent se sentir en sécurité maintenant et surtout que la Russie a été rejointe par un grand nombre de pro-russes dans le sud de l'Ukraine. Pour l'heure, les 27 n'ont pas de position commune sur la demande d'un tribunal spécial, mais le commissaire à la justice estime qu'il faut d'abord utiliser au maximum les outils existants. La contre-offensive ukrainienne s'accélère dans le sud du pays, notamment autour de Kherson, l'une des 4 régions récemment annexées illégalement par Moscou. Ce jeudi, le chef russe de l'administration régionale a demandé à la Russie d'organiser l'évacuation des civils alors que les combats pourraient s'intensifier dans les prochains jours. Galvanisée par ses récents succès, l'armée de Kiev espère reprendre la ville de Kherson avant Noël. Nous avons suggéré que tous les habitants de la région de Kherson qui souhaitent se protéger des frappes de missiles puissent se rendre dans d'autres régions. Quelques instants après ce message, Moscou a répondu favorablement à la requête du leader pro-russe.
De son côté, la Russie a poursuivi jeudi ses frappes sur plusieurs villes et infrastructures ukrainiennes. La région de Kiev a notamment été touchée par un drone kamikaze de fabrication iranienne. Particulièrement ciblé par les missiles russes, le réseau électrique ukrainien a subi des coupures de courant, mais les autorités de Kiev assurent que la situation est désormais stabilisée. Depuis le début de la semaine, l'armée russe multiplie les bombardements sur l'Ukraine en représailles à l'explosion qui a endommagé le pont de Crimée. Les zones civiles n'ont pas été épargnées, comme cet immeuble de 5 étages à Mykolaïv, où un enfant de 11 ans a pu être extrait vivant après être resté coincé durant plusieurs heures sous les décombres. Les 3 finalistes du prix Sakharov du Parlement européen sont connus. Le peuple ukrainien, représenté par ses dirigeants, fait figure de favori puisqu'il dispose du soutien de 4 groupes politiques. La liste restreinte pour le lauréat de la liberté de l'esprit a été approuvée jeudi par les eurodéputés, membres des commissions des affaires étrangères et du développement. Il y a en effet un fort consensus entre les principaux groupes politiques avec un grand nombre d'eurodéputés qui estiment que le peuple ukrainien doit être honoré pour sa lutte héroïque qu'il mène au nom des droits de l'homme, au nom du droit de vivre en liberté dans son propre pays, au nom du droit à l'autodétermination contre l'agression russe. Ce choix serait aussi un moyen symbolique pour le Parlement européen de montrer son soutien aux décisions prises par les États membres de l'Union dans leur effort diplomatique et militaire face à la guerre en Ukraine. L'action de l'Union européenne à propos des sanctions, qui montre finalement une réelle unité et qui a pu surprendre le régime russe, a fait une différence sur le terrain. L'économie russe ralentit, le régime a de moins en moins de ressources pour poursuivre sa guerre. Dans ce sens, je crois que nous faisons une réelle différence. Le lanceur d'alerte australien et éditeur de Wikileaks, Julian Assange, fait aussi partie des finalistes. Il peut compter sur le soutien des conservateurs au Parlement. Le dernier nom retenu pour cette liste est la Commission de la vérité en Colombie. L'organisation défend la réconciliation dans le pays après la fin en 2016 d'un conflit vieux de 6 décennies. Ce choix est celui de la gauche radicale. Le prix sera formellement remis le 14 décembre dans l'hémicycle du Parlement à Strasbourg lors d'une cérémonie. Cette récompense est décernée chaque année pour rendre hommage à des personnes ou à des organisations qui défendent les libertés fondamentales. À 82 ans, Denis Tito s'apprête à renfiler sa combinaison. Le 30 avril 2001, à bord de l'ISS, l'Américain devenait le premier touriste spatial de l'histoire. À une date encore inconnue, le milliardaire et son épouse participeront au 2e vol commercial de SpaceX vers la Lune. La mission à 200 km au-dessus de la surface lunaire durera une semaine. Le FIFA, qui est un festival qui se déroule aux confins de l'Europe à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane française, en Amérique du Sud. Au programme, plus de 40 documentaires de tout format, une compétition internationale et des rencontres professionnelles. La Guyane, une région frontalière du Brésil et du Suriname, entre Atlantique et Amazonie, riche de 1000 cultures. En Guyane, toutes les cultures du monde sont représentées, que ce soit la culture afro-caribéenne, africaine, asiatique. Nous avons avec des Chinois, des Mongs, des Libanais, la culture créole bien évidemment, la culture bushinangé, et les Noirs marrons qui viennent du Suriname et qui viennent aussi d'Afrique. C'est un croisement des cultures, la Guyane, avant d'être le bout du monde. Au sein de la compétition, Edna, une femme vivant au bord de l'autoroute Trans-Brasiliana, témoin d'une terre en ruine et des massacres de la dictature militaire. Le portrait magnifique d'une survivante qui résiste contre cette guerre qui ne finit jamais. L'histoire de la Caraïbe est une histoire récente et qui est très douloureuse, puisque ça a commencé par l'esclavage, par le colonialisme, l'Amérique du Sud. On sait que c'est une histoire très violente. Et ça, on le retrouve tout le temps dans les documentaires. Le colonialisme, l'esclavage, les dictatures, les luttes armées, les guérillas, notamment avec la Colombie.
c'est quelque chose de récurrent et qui se traite chaque fois différemment. Toutes les projections en plein air se déroulent symboliquement dans l'ex-bagne de la transportation. Le Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes se tient à Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'au 15 octobre.